Bien le bonsoir. Dans l'actualité, le blâme de Amnesty qui frappe l'actuel régime, le régime de Macky Sall. L'organisme de défense des droits de l'homme assimile les pratiques de l'heure à celles de l'ancien régime au sujet du respect des droits de l'homme. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. 4 jeunes développeurs sénégalais mettent au point une application qui faciliterait le ramassage des ordures et lutterait contre la prolifération des déchets dans les rues de la capitale sénégalaise. L'annonce de la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité suscite un certain doute chez les Dakarois, même une crainte liée à l'application de la mesure sur le terrain. Grève générale du grand cadre des syndicats de l'enseignement poursuivie dans les lycées de Dakar. À Sédhiou, les enseignants tout niveau ont battu le pavé avant de déposer un mémorandum sur la table du gouverneur. Double attentat suicide au Niger, une vingtaine de morts. Le Moudiaou a revendiqué une attaque dirigée contre le sud du groupe français Areva sur place et le Niger, une sanction suite à la participation des deux pays à la guerre au Mali, selon le porte-parole de l'organisation terroriste. Enfin, d'édition Moustapha Tal, il est opérateur économique, importateur de riz. Nous parlons de la baisse des prix des denrées, notamment du riz. D'abord, la mauvaise note de Amnesty attribuée à l'actuel pouvoir de Macky Sall en matière de respect des droits humains. Le rapport 2012, premier trimestre de 2013, souligne l'absence de rupture avec les pratiques de l'ancien régime. Par ailleurs, l'organisme de défense des droits de l'homme exige la libération sans condition des 12 démineurs en otage dans le sud du pays. À propos de l'idée du rétablissement de la peine capitale agitée depuis peu, Amnesty parle de faux débats. Le compte-rendu de Mohamed Dieng et Cheikh Abdou Khadr Mbacké Seck. Sénégal, mauvais élève en matière de droits humains, le constat qui ressort du rapport annuel d'Amnesty International. Pour cette organisation des droits humains, aucune rupture n'est notée de la part du pouvoir actuel. Ce rapport repose sur des faits concrets que nous avons enquêtés, que nous avons investigués et qui montrent qu'il n'y a pas de rupture. Si vous prenez le droit à la manifestation et au rassemblement pacifique, il n'y a pas de rupture. Le gouvernement de Macky Sall a persisté à maintenir le statu quo qui prévalait du temps de Wade et qui consiste à interdire de façon presque systématique toutes les manifestations programmées par la société civile, par les partis politiques, par les syndicats. Et ce n'est pas seulement à Dakar, c'est dans toutes les régions du pays que le régime persiste à interdire les manifestations sous de faux prétextes, n'est-ce pas, de menaces de trouble à l'ordre public. La question de la peine de mort a été discutée. Pour Amnesty International section Sénégal, c'est un faux débat de vouloir la faire revenir. La peine de mort constitue la plus grosse atteinte aux droits humains. Le président Abdoulaye Wade a eu le courage d'abolir la peine de mort au Sénégal. Nous estimons qu'aujourd'hui, l'urgence pour le pays n'est pas de ramener la peine de mort. L'urgence pour le pays, c'est de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. L'urgence, c'est d'abord d'ouvrir des postes de police et de gendarmerie partout au Sénégal où il n'y en a pas. Amnesty International Sénégal condamne le rapt des 12 démineurs en Casamance. Par ailleurs, il exige leur libération immédiate et sans condition. Le kidnapping des travailleurs humanitaires commis par Abdou Badiat est un crime. C'est un crime aux yeux du droit sénégalais, c'est un crime aux yeux du droit international. Nous lui demandons de les libérer immédiatement. La situation des droits humains en 2012 et au premier trimestre de 2013 n'a pas connu d'amélioration dans le monde. Amnesty International interpelle les autorités au respect strict de la liberté. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'environnement, au service de l'écologie. 4 jeunes Sénégalais ont mis au point une application pour faciliter le ramassage des ordures et lutter contre la prolifération des déchets dans les rues de Dakar. Les jeunes ont d'ailleurs reçu une distinction qui sanctionne leur innovation. On a développé cette application parce qu'on a constaté qu'il y avait un problème au niveau de la gestion des ordures au Sénégal et principalement à Dakar. Donc on a jugé important d'apporter notre main pour soutenir et pour aider à résoudre ce problème-là. Comment? En localisant les dépôts sauvages d'ordures, de sorte que les services de voirie puissent avoir une meilleure stratégie par rapport à la gestion et au ramassage de ces ordures-là. D'inculquer aussi des notions de gestion d'hygiène et de gestion des ordures aussi aux populations. Si on ne gère pas bien notre environnement et que si on le détruit déjà, parce que c'est l'environnement où on vit, si cet environnement n'existe pas, nous on n'existe pas. Ça n'a pas de raison de dire, on n'a pas de raison de dire qu'on cherche de l'argent tout le temps quand on néglige cet aspect environnemental-là.
Donc il est important de résoudre ce problème-là d'abord avant de penser à vouloir s'épanouir. Parce que sans environnement, il n'y a pas d'épanouissement. L'assainissement et la sécurité routière préoccupent les habitants de Diamniadio à quelques semaines de l'hivernage. La localité Carrefour attire l'attention des autorités sur notamment la sensibilité de cette zone en période de pluie. Oumar Gueye Diagne et Ousseynou Thiam. Pendant 19 jours, les autorités municipales de Diamniadio comptent aller en guerre contre les saletés et autres ordures dans les 19 quartiers que compte la commune. À travers ce programme pré-hivernal, ces élus veulent soulager les populations qui, pendant l'hivernage, éprouvent d'énormes difficultés liées à leur déplacement. Dans les quartiers, il y a des zones un peu inondables. Et nous voulons aussi que l'État appuie notre commune afin qu'on puisse éradiquer ce fléau. Vous savez, le budget de la commune n'est pas aussi grand pour pouvoir parer à toute cette éventualité. Pour les autorités municipales de Diamniadio, l'État devrait appuyer la commune dans le domaine de l'assainissement du fait de leurs moyens très limités. Nos ambitions sont grandes. Il faut dans ce cas-là que l'État puisse vraiment nous appuyer, nous accompagner pour que les Diamniadio puissent vraiment répondre aux attentes de tous ceux qui auront à l'habiter. Donc nous attendons vivement que l'État puisse intégrer cette dimension dans sa politique pour que Diamniadio aussi, comme à l'instar de toutes les collectivités locales, puisse en bénéficier. De par sa position géographique, Diamniadio constitue un carrefour traversé par plusieurs routes et les populations qui assistent à de nombreux cas d'accidents de la circulation réclament l'élection de ralentisseurs ou de douanes dans la localité. Et puis la baisse des prix des denrées de première nécessité. Dakar n'est pas tant emballé par cette bonne nouvelle. Les populations se réjouissent de la mesure, mais tout de même, elles craignent des failles au niveau de l'application. Écoutez ce micro-trottoir de Dussa Prera. Je pense qu'on va, peut-être on va appliquer, peut-être on ne va pas appliquer. Parce que des fois, si on annonce les baisses, les boutiquiers, ils te disent que je ne peux pas immédiatement appliquer la baisse parce que je n'ai pas encore écoulé ma marchandise. Donc, ils s'abusent de cela. Donc, finalement, ils ne vont pas faire la baisse. Et s'il y a dès qu'on parle d'augmentation, ils augmentent immédiatement, même s'ils n'avaient pas acheté avec ce prix. L'État aussi peut l'appliquer facilement. Mais le problème, c'est surtout au niveau du commerce, au niveau des commerçants. Bon, ils ne sont pas prêts à baisser les prix sous prétexte que le stock n'est pas fini. Et un stock qui ne finira jamais. Donc je crois bien que le gouvernement maintenant est appelé à être cohérent, déterminé, à appliquer la mesure. Quitte à ce qu'il y ait des sanctions, On a confiance, comme il a commencé à diminuer le sucre, le riz et puis ce qui est donc l'huile. Donc on espère que ça va aller encore beaucoup moins cher. On aura donc des prix vraiment abordables. Cette baisse ne l'est que de nom, car 40 francs sur le prix du riz de la vallée, ce n'est pas grand-chose. Si le kilo était à 200 francs, on pourrait parler d'une véritable baisse. Ouais, c'est une bonne chose de la part du gouvernement. Bon, on apprécie la baisse beaucoup, mais la chose que je me soucie, c'est que est-ce que les boutiquiers et les commerçants au marché vont être d'accord avec le gouvernement par rapport à la baisse, quoi. Mais je pense que, vous savez, l'autorité revient à l'État. Moi, je pense qu'il s'agit tout simplement de les imposer. Donc, je pense que nous sommes dans un pays de droit. Et si l'État sénégalais décide qu'on baisse les prix, à lui de prendre les mesures et de les imposer. La baisse n'est pas si significative que ça. 10 francs, 25 francs ou même 40 francs, ce n'est vraiment pas grand-chose. Pour les grandes familles qui dépensent beaucoup, cette baisse n'est pas si conséquente que ça. L'opérateur économique principalement importateur de riz, Moustapha Talé avec nous. En fin d'édition, nous parlerons de cette baisse des prix des denrées, notamment du prix du riz brisé non parfumé. Et puis pas beaucoup de succès pour cette grève générale du cadre des enseignants du Sénégal. Les cours se sont déroulés comme d'habitude dans les lycées à Dakar. Les élèves n'en sont pas moins heureux compte tenu des examens qui approchent. Adjan Ndiaye et Suzanne Sek sur le terrain.
Le mot d'ordre du grand cadre des syndicats de l'éducation n'est pas appliqué dans certains lycées de Dakar. C'est le cas au lycée Sergent Malamine Camara, ex-lycée moderne de Dakar, où les cours se déroulent normalement. Tous les cours se déroulent correctement, n'est-ce pas? Depuis les 2 derniers mots qui ont été donnés. Hier, je pense que c'était la grève. Aujourd'hui aussi, on parle de grève, mais le mot d'ordre n'a pas été suivi au lycée Sergent Malamine Camara. Je dirais oui, le programme se déroule normalement. Parce que depuis le début de l'année, on n'a pas observé de mouvement de grève. Dans ce lycée, la majeure partie des professeurs sont du CUSAMS. Bon, le CUSAMS, officiellement ici au lycée, les représentants du CUSAMS, bon, ne nous ont pas notifié officiellement qu'il y a grève. Le constat est le même au lycée Blaise Diagne. Toutefois, certains professeurs précisent que si aucun consensus n'est trouvé avec l'État, les grèves cycliques de l'année dernière pourraient reprendre. Nous avions la volonté de poursuivre et de terminer ce programme et de faire une année, l'année c'est-à-dire la plus stable que l'année scolaire ou bien que les années précédentes. Mais malheureusement, le gouvernement s'entête, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'éducation refusent de parler avec les syndicats. Ce que nous allons les montrer, ce n'est que le début du combat. Maintenant, ce n'est plus le programme. La question que vous devrez vous poser, est-ce qu'il y aura examen? Pas d'inquiétude du côté des élèves. Ces potaches en classe d'examen se disent prêts. Ils ont presque terminé le programme. Dieu merci, en histoire-géo, on a déjà terminé notre programme. En maths, on a terminé le programme. Il nous reste qu'en français. On n'a pas senti pratiquement les grèves parce que tous les cours se sont normalement déroulés. On est à quelques jours de l'examen de philosophie. Nous, on a pratiquement fini notre programme en philosophie. C'est dû à l'abnégation de nos professeurs qui ont ménagé aucun effort pour finir leur programme. En attendant de trouver un terrain d'entente, une seule question reste suspendue sur toutes les lèvres. Les examens blancs pourraient-ils se dérouler sans perturbation? Le spectre est bien là, Suzanne Sec. Nous poursuivons avec ces enseignants justement qui exigent l'application des accords signés avec l'État. À Sédhiou, les enseignants ont battu le pavé au terme de cette marche et ils ont remis un mémorandum au gouverneur de la région. Visite de Barack Obama au Sénégal. Les cadres libéraux estiment que ce voyage du président américain est à mettre sur le compte de l'ancien président Abdoulaye Wade. À leurs yeux, c'est bien parce que Maître Wade a bâti l'état de droit. Par ailleurs, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais réuni hier a accusé le couple présidentiel de fraude fiscale. C'est ce mardi que le quotidien Libération a fait état d'une présumée fraude fiscale imputée au couple présidentiel. Une société civile immobilière qui serait une propriété du couple qui échappe au fisc. Suffisant pour susciter une interrogation chez les libéraux. Cela pose un problème qui concerne l'élection du président de la République. Parce qu'un président de la République, pour être élu, doit être en règle avec le fisc. Si on découvre aujourd'hui, il y a une fraude fiscale concernant le couple présidentiel, donc cela pose la question de la validité de l'élection du président de la République. Au comité directeur du PDS, on a également évoqué la prochaine visite du président américain. Enfin, Barack Obama au Sénégal. Pour les libéraux, cette visite est à mettre sur le compte d'une politique démocratique initiée par le président Abdoulaye Wade. Une démocratie aujourd'hui altérée par Macky Sall, selon les libéraux. Obama vient parce qu'il considère que le Sénégal est un pays de droit, que ce Sénégal est une grande démocratie. Oui, le Sénégal est une très grande démocratie, sous Abdoulaye Wade. Mais depuis que Macky Sall est installé, nous sommes dans un régime de restriction des libertés. Nous sommes dans un état, je peux dire, dans un état voyou. Les camarades d'Oumar Sarr ont aussi rebondi sur ce qu'ils ont qualifié de favoritisme dans la délivrance des passeports diplomatiques. Le président Pape Diop, qui fut un président d'institution, 2 fois président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, qui s'est vu refuser le renouvellement de son passeport diplomatique. Au même moment, Aminata Tall donne à 2 ou 3 bonnes de sa fille des passeports diplomatiques. C'est un fait qui est extrêmement grave. Alors que ces gens-là nous parlent de rupture, nous parlent de gouvernance sobre et vertueuse. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais a par ailleurs fustigé la vie chère. À ce propos, les libéraux entendent marcher dès ce vendredi dans la ville de Mbacké.
Dans quelques instants, Manfatou Ndoye est déjà sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Nous parlerons ce soir dans cette page des sports de cette fraude sur l'âge qui écorne l'image du basket sénégalais. Tout à fait, entre autres actualités également. Le beach soccer avec la deuxième victoire du Sénégal en Coupe d'Afrique qui se déroule actuellement au Maroc. À tout à l'heure, le double attentat meurtrier qui s'est déroulé au Niger. Attentat signé le Moudjao. Bilan 23 morts. Ces terroristes disent avoir attaqué la France et le Niger pour sanctionner leur présence sur le front malien. L'un des lieux attaqués abrite en effet le groupe français Areva. Dardesso pour le récit. 2 véhicules piégés ont explosé ce jeudi à Agadez, la principale ville du nord du Niger. L'attentat a fait 23 morts et plusieurs blessés. La première voiture se trouvait devant le principal camp militaire d'Agadez et la seconde devant une mine de la Société minière nationale et filiale d'Areva à Arlit. Des échanges de tirs ont eu lieu après les explosions à Agadez. Le Moudjao a revendiqué le double attentat. De sources gouvernementales, une prise d'otage serait en cours dans la caserne d'Agadez. Le gouvernement ivoirien a lancé à Abidjan une campagne d'exhumation de corps de victimes de la crise post-électorale 2010-2011. Ceci dans le but de restituer aux familles les corps de leurs proches enterrés à la hâte pendant cette période. 20 fosses communes ont déjà été ouvertes, 40 corps exhumés et 20 identifiés. Les familles des victimes identifiées ont été conviées à une cérémonie symbolique de remise des corps en présence du ministre de la Justice, Nyenema Mamadou Koulibaly. Et selon l'Organisation des Nations Unies, la crise ivoirienne post-électorale a fait plus de 3000 morts. Un soldat britannique a été tué à l'arme blanche à Woolwich, un quartier sud de Londres. Le premier ministre britannique David Cameron a qualifié d'acte terroriste l'assassinat du soldat en pleine journée. Les 2 agresseurs présumés ont déjà été arrêtés par la police. Nous y sommes, Manfatou Ndoye. Bonsoir, rebonsoir, je vous laisse dérouler. Bonsoir Khalifa, on parle de basket comme vous l'aviez tantôt annoncé. Le basket sénégalais dans le collimateur de la FIBA Afrique. 5 basketteurs de nos équipes nationales U-18 accusés de fraude sur l'âge. Et les questions de s'accumuler sur la responsabilité bien sûr de la Fédération sénégalaise de basketball. Mais également l'image renvoyée par notre sport, cette discipline donc à la face de l'Afrique. Suivons ce reportage de Cher Sadibou Diarra. Un scandale dans le basketball sénégalais. 5 membres des sélections des moins de 18 ans, garçons et filles, sont épinglés pour fraude sur l'âge par la FIBA Afrique. Dans l'attente des probables sanctions, la responsabilité de la Fédération sénégalaise de basketball est à prouver. Ça va que les premiers fautifs ont été sanctionnés sont les joueurs. Donc maintenant, est-ce que la Fédé est fautive? Ça peut-être, ça reste à confirmer quoi. C'est le joueur. C'est le joueur qui est responsable. Maintenant, le joueur peut être amené à fauter, à frauder. Donc là, il y a une autre responsabilité ailleurs. Tous responsables dans ce qui vient de se passer. Voilà. Que ce soit les gens de la fédération, la direction technique, les techniciens au niveau des clubs, les dirigeants des clubs, les journalistes que nous sommes. Parce que toutes ces choses-là, mais nous les savions. Personne n'a osé rien dire. Bon, il y a eu un trade, comme on le dit, du côté de la fédération. Et moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Avec cette opération de tricherie, la légitimité de la Fédération sénégalaise de basketball peut être remise en cause. Il y a l'éthique. Et aussi, on empêche, la triche est bannie. Hein. Donc, si par exemple la Fédé est fautive, forcément, elle va payer. Hein, elle va payer. Mais c'est-à-dire que s'il y a sanction, ce n'est pas aux fédéraux de se sanctionner eux-mêmes. Parce qu'ils ont une tutelle, qui est le ministère des Sports. Et c'est au ministère des Sports de prendre ses responsabilités et de sanctionner la Fédé. La fraude sur l'âge risque-t-elle de ternir l'image du basketball sénégalais? Forcément, voilà, c'est une mauvaise image donc, qu'on est en train donc, de véhiculer comme ça à travers l'Afrique, le monde. Bon, ben, c'est sûr, ça va nous suivre parce que des cas de fraude comme ça, voilà, ça colle à la peau, quoi. L'enquête se poursuit au niveau de la FIBA et quelles qu'en soient les sanctions, les titres continentaux en 2012 des sélections des moins de 18 ans sont déjà ternis.
Et puis, bonne nouvelle du côté du beach soccer, puisque le Sénégal vient d'obtenir sa deuxième victoire en autant de sorties. Le Sénégal qui a largement battu le Ghana, 11-3. Donc, c'est donc après la victoire obtenue hier lors de son match contre le Madagascar, 7-3. Les Sénégal, on le rappelle, les champions en titre donc du côté de la CAN de beach soccer. Henri Cévé, attaquant des Girondins de Bordeaux, pourrait être l'une des nouveautés dans la liste des Lions du Sénégal en attente d'être publiée demain. Une piste lancée par Hyacinthe Diandi, chef du desk sport du journal Le Quotidien. Faute de matchs amicaux, Alain Giresse n'a pu tester de nouveaux joueurs. Nous écoutons le journaliste au micro de Cher Sadi Boudjara. Peut-être, mais pas beaucoup, parce que vous savez que d'abord Giresse n'a pas assez de temps. Hein? Premièrement. Deuxièmement, vous savez, entre les matchs, il n'y a pas de matchs amicaux. Donc, il a 2 matchs en une semaine. Il peut opérer à des changements, mais peut-être que ce sera moindre. Bon, les informations que nous avons, c'est que le binational va venir en CV. Donc, il peut amener 1 ou 2, peut-être prendre un local avec CV comme ça, mais il ne peut pas vraiment apporter un changement global. Ce n'est pas possible. Pour rappel, le sélectionneur national publie demain la liste des Lions convoqués pour ces 2 matchs comptants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sera bien sûr Angola-Sénégal le 8 juin. Une semaine plus tard, Libéria-Sénégal. Et puis le jubilé pour feu Jules-François Bocandé aura lieu le 1er juin prochain. Un hommage lui sera rendu au stade Léopold Sédar Senghor. De grosses pointures du football africain sont attendues. Toutefois, les autorités sénégalaises ne sont pas facilement joignables. C'est du moins ce que déplore le fils de l'ancien international René Bocandé au micro de Cher Tidiane John. On a très bien avancé, mais il nous manque certains amis proches de mon père qu'on n'a pas réussi à contacter, comme Malik Gakou et Ablaye Baldé, qu'on aimerait qu'ils soient présents pour le jubilé, quoi, le 1er juin. On a quelques noms, on va dire, il y aura Drogba, Eto'o, Adebayor, Yaya Touré, El Hadji Diouf, on va dire comment ça s'appelle, l'équipe, la génération de 2002, ceux qui ont fait la Coupe du Monde. Et on a aussi des anciens joueurs, ceux qui ont joué, des amis de mon père qui ont joué en équipe nationale, et ceux qui ont joué avec lui dans des clubs comme Metz, Nice, Lens, un peu de tout, quoi. Khalifa, pour terminer, Fenerbahçe qui se console avec la Coupe de Turquie après avoir perdu donc le titre gagné par son grand rival Galatasaray. Le club stambouliote a dominé Trabzonspor hier en finale, 1-0, et surtout le but de la victoire a été inscrit par l'international sénégalais Moussa Sow. Voilà qui met fin à cette actualité sportive. Merci beaucoup, Mafatolo. Et dans un instant, l'invité de cette édition du journal, Moustapha Tal, opérateur économique et surtout importateur de riz. Justement, le riz brisé non parfumé est sur la liste des denrées dont les prix ont été revus à la baisse. Mais d'abord, ce constat sur le marché de Maïmouna Ndiaye, Tilène et Gueule Tapée appliquent la mesure. Ailleurs, on note quelques récalcitrants qui soutiennent ignorer cette nouvelle. Regardez. C'est effectif. Les nouveaux prix de l'huile, du sucre et du riz brisé non parfumé sont appliqués. Les sanctions annoncées obligent. Avant, je vendais le riz brisé non parfumé à 300 francs le kilo. Aujourd'hui, je respecte la grille des prix. Je le vends à 260 francs le kilo. Idem pour le sucre et l'huile. Je le vends désormais respectivement à 575 francs et à 900 francs. Nous sommes obligés parce que les contrôleurs de prix sont là. Pour l'instant, seuls ces 3 produits ont subi une baisse. On ne fait que respecter les nouveaux tarifs. La mesure n'est pas sans conséquence sur les ventes. Le bénéfice a presque disparu, notent certains commerçants. Il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires, seulement le bénéfice n'est plus conséquent. Ça ne change en rien, mais après évaluation, il y a forcément baisse sur notre bénéfice. L'arrêté est déjà affiché dans les lieux de commerce.
Un numéro vert ouvert, mais les vendeurs font la sourde oreille. Non, je ne suis pas informé de la mesure, donc je n'observe pas cette homologation des prix. 260. Après Dakar, les commissions régionales vont voir comment appliquer ces nouveaux prix dans les régions. Les commerçants restent optimistes. Moustapha Tal, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette homologation des prix de certaines denrées, notamment du prix du riz brisé, non parfumé, votre appréciation tout d'abord? Bon, c'est une bonne nouvelle pour tout consommateur, mais ça ne va pas nous empêcher aussi de décrire un peu la façon dont on a procédé pour arriver jusque-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de procéder de cette manière pour opérer des baisses. Quelle est la manière? La manière, c'est de consulter, de contacter les professionnels, les gens qui sont dans cette filière, qui sont dedans depuis très longtemps. On ne peut pas discuter avec les opérateurs en laissant en rade les pionniers. Pourtant, hier, sur ce même plateau, à cette même heure, le directeur de cabinet adjoint du président Sall déclarait que vous avez été impliqué, que toutes les parties prenantes ont été impliquées aux concertations. Quand on dit vous, peut-être c'est une partie... Il y a un comité national des prix que vous avez été consulté. Non, parce que moi je peux dire peut-être qu'ils ont consulté des gens qui ne sont pas réellement les acteurs. Ils peuvent consulter des gens qui viennent dire oui, on est des acteurs, parce qu'on dirige par exemple les gens qui sont dans ce secteur, or que ça ne peut pas être vrai. Donc vous n'avez pas été consulté. Maintenant, la nouvelle est annoncée. Quelle est votre posture? Notre posture, c'est de respecter ce qu'ils nous demandent de faire. On ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas défier l'État. Mais on doit aussi dire ce qu'il y a comme risque, comme on a l'habitude de le faire. On l'avait fait avec l'ancien régime, on n'arrêtera pas aujourd'hui à le faire. Et même avec l'ancien régime, on se réunissait jusqu'à tard dans la nuit. Cette fois-ci, s'ils ne nous consultent pas, et nous aussi, s'ils ne nous consultent pas et qu'ils prennent des décisions qui sont à l'encontre des intérêts de la filière, on a le droit de le décrier. Et c'est pour ça qu'on l'a dit devant le ministre et il nous a dit qu'il avait consulté des opérateurs, mais nous n'en faisons pas partie. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement constater un prix qui est sur le marché et essayer de s'aligner sur ce prix-là, qui n'est pas un prix solide, parce que le marché est libre, concurrentiel. Des fois, vous voyez des acteurs qui vendent même leurs produits à perte. Donc vous avez sans doute des craintes. Des craintes. Quelles sont-elles? C'est ça. Les craintes majeures, c'est la dislocation ou la disparition même des acteurs dans la filière. Et c'est pas bon. L'acteur doit être soutenu dans son activité, mais on ne peut pas le combattre en lui poussant à vendre tout le temps à perte. On l'a eu à subir ce genre de situation avec l'ancien régime. On pensait qu'avec le nouveau régime, ça va changer. Mais si ça continue comme ça, on risque de perdre complètement la filière. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous résigner, respecter la mesure ou appeler l'État à revoir sa copie? On respecte la mesure en disant à l'État de revoir si possible sa copie ou sa façon de faire. Très bien. Ouais. Alors, on craint très souvent cette tension artificielle créée par certains commerçants. Nous l'avons entendu dans le sujet de Maïmouna Ndiaye. Notre stock n'est pas encore épuisé ou nous ne sommes pas au courant. Est-ce que cette tension artificielle est à craindre cette fois-ci? Non, c'est-à-dire ils le disent parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de vendre les stocks qu'ils avaient achetés à l'ancien prix jusqu'à la fin pour pouvoir vendre au nouveau prix. Mais un décret, si ça tombe, ça tombe. Ils disent, c'est l'État qui disent que bon, il faut faire ça. Tout le monde doit respecter cela. Donc s'ils disent qu'ils doivent finir leur stock, c'est parce qu'ils comprennent mal. Nous aussi, avec même les stocks que nous avons chez nous, on est obligé de s'aligner, de vendre au prix que l'État nous demande. Mais la conséquence, c'est que, par exemple, si l'opérateur perd de l'argent, à la longue, il va arrêter de faire cette activité. Et si jamais que ces gens se retirent de la filière, vous aurez du mal à les remplacer. Voilà, c'est ça le problème. Parce que l'État n'importe pas. L'État ne peut qu'encadrer les opérateurs et faire en sorte que ces gens puissent gagner leur vie et continuer leur activité. Mais si l'État, par exemple, veut faire plaisir à la demande sociale en oubliant complètement les intérêts des acteurs, ça pose problème. Il y a également un autre aspect décrié par certains acteurs, l'instabilité constatée au niveau de la tutelle, le ministère du Commerce. Voilà. Quelle part de responsabilité vous lui attribuez dans cette tension? Il y a peut-être ça. L'instabilité au niveau de ce ministère pose problème parce qu'un ministère aussi important, aussi stratégique, qu'on change de ministre tous les 10 mois,
ou en moyenne tous les 6 mois, par exemple, ou même tous les 4 mois. Parce qu'avec depuis l'alternance, depuis le nouveau régime, on a eu à avoir 3 ministres en un an. Donc c'est un ministre chaque 4 mois. Ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et le commerce est incontournable. Rien ne peut se faire sans le ministère du Commerce. Même s'il y a une bonne campagne agricole, il faut un bon ministère du Commerce qui crée le circuit de commercialisation. Parce que c'est le commerce qui accompagne l'agriculture. C'est peut-être parce qu'on est à la recherche du bon ministre qu'il y a cette instabilité. Mais je pense qu'ils sont tous bons. Ils sont tous bons, mais il faut les laisser travailler. Je pense que c'est à moins que le ministre démissionne. Mais s'il ne démissionne pas, et avant de le nommer, il faut voir est-ce que réellement ce type remplit les conditions. S'il remplit les conditions, il faut le laisser travailler au moins pendant 2-3 ans. Alors, Monsieur Tall, vous l'avez dit tout à l'heure, pour ce qui concerne justement cette réponse à la demande sociale, dans quelle mesure, dans un régime libéral, est-ce qu'on peut justement apporter ces réponses à chaque fois qu'il y a lieu? Je pense que le fait d'intervenir, de faire des homologations, d'arrêter des prix, ne va pas avec un régime libéral. Je crois que ce qu'il faut, c'est une bonne organisation. Le libéralisme s'accompagne avec une bonne organisation, une organisation parfaite. Une fois que c'est fait, c'est le mécanisme même qui fait réguler le marché. Ou bien, s'il y a un problème, vous avez un partenaire stratégique que vous appelez et que vous lui demandez de faire un effort. Et si on s'assoit, on a le mécanisme qu'on mettra en place s'ils nous écoutent. Mais s'ils ne veulent pas nous écouter, s'ils pensent que c'est eux qui connaissent par exemple le chemin, on laisse faire. Mais nous, si nous consultons, on a un système, une solution à ce problème-là. Alors nous allons finir là-dessus. Nous finissons là-dessus. C'est vous qui parlez d'organisation. C'est assez troublant que le chef de cabinet, le directeur de cabinet adjoint du président Sall, Moubarak Lo, déclare que vous avez été consulté en tant qu'opérateur économique. Vous dites le contraire. Alors, êtes-vous organisé? Comment êtes-vous organisé? Vous, opérateur économique, importateur, comment êtes-vous organisé? Avez-vous un cadre qu'on peut cibler, aller voir si le besoin se fait ressentir? C'est ça que je demande. On n'a pas ce cadre-là. C'est ce qu'il faut créer. Vous ne l'avez pas? On ne l'a pas. C'est-à-dire on ne l'a pas. On a seulement une organisation syndicale qui regroupe tous les acteurs. Mais donc cette absence d'implication de l'État, vous ne pouvez pas lui imputer la responsabilité forcément aux autorités? Vous en avez une partie. On a une part de responsabilité parce que peut-être une organisation est venue répondre à notre nom, ce qui n'avait pas le droit. Mais on ne peut pas l'empêcher parce qu'on est dans un contexte libéral. Mais nous, on devrait s'organiser mieux que ça. Mais on ne peut pas le faire sans l'accompagnement de l'État. Il faut que l'État accepte cette organisation-là. Quand, par exemple, la société SPCRS a été créée pour prendre en charge, régler le problème de la filière, en prenant le riz local au départ, pour commercialiser ce riz local-là et après planifier les importations. En ce moment, on aura des gens identifiés qui sont là et que l'État peut interpeller à travers cette société-là et à travers l'ARM. Toutes les conditions sont là pour qu'on ait une bonne organisation. Il suffit d'avoir une volonté politique pour le faire. Très bien. Alors vos recommandations pour justement essayer de dissiper cette crainte des Sénégalais, l'application pose problème, les Sénégalais doutent? L'application pose problème, mais pas un problème immédiat. Peut-être ce qu'il peut poser, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans le futur. Sous peu de temps, si ça continue comme ça, ce que je crains, c'est que les acteurs se découragent et essayer de se retirer pour aller faire autre chose. Et on ne peut pas les empêcher de le faire. Et en ce moment, ça va être un gros problème pour reconstituer, pour remplacer ces gens-là. Moustapha Tall, opérateur économique, importateur de riz principalement. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est bon. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne soirée sur TFM.